va s'interroger, nous interroger, qui veut sauver le modèle social français. Donc une réflexion sur une république en péril. Et il va essayer de parler sans micro. Sans micro. Donc, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, mais je pense que ça devrait aller. Alors. Vous n'entendez pas? Alors, je vais partir d'une définition de la République très très simple. La République, je la définis comme un régime qui est fondé sur l'existence de biens publics, c'est-à-dire de biens qui sont produits par le public, pas par l'État, mais par le public, par la société, comme on disait tout à l'heure, pour assurer la liberté des individus, c'est-à-dire leur indépendance conçue comme une certaine forme de non-domination, c'est-à-dire la possibilité pour les individus d'échapper à l'exposition, à la vulnérabilité, à la volonté arbitraire d'autres personnes. Et parmi ces biens publics, les biens publics essentiels, à mon avis, il y a un ensemble de droits sociaux qui garantissent, disons, à chaque individu dans cette société les conditions d'une existence qui est relativement autonome et indépendante du point de vue économique. C'est fondé sur l'idée que les sociétés sont globales, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une propriété sociale, il y a un capital qui est produit par la société et auquel tous les individus ont le droit d'avoir accès. Et les droits sociaux sont la traduction du fait qu'il existe une société, une propriété sociale qui a été produite par l'ensemble des collaborateurs dans cette société et donc qui ouvre un droit à tous les collaborateurs à prendre part à cette richesse. Et un second point qu'il faut signaler, c'est que ces droits sociaux sont des droits qui ne sont pas établis sur la base de contrats interindividuels, mais ils participent d'un statut qui est établi pour l'ensemble des citoyens qui doit conférer à chacun une sorte de droit à l'indépendance. Sur quelle raison est-ce qu'un régime républicain de ce genre est fondé? C'est extrêmement simple. Si vous voulez que nous vivions dans un régime qui est assis sur une certaine forme de légitimité, c'est-à-dire que les rapports entre les individus et les rapports entre les individus et les institutions publiques soient fondés en droit, alors il doit s'agir d'un régime qui ne consacre pas la dépendance, mais qui assure l'indépendance des citoyens. Et donc l'indépendance des citoyens est la condition de la légitimité, à la fois des rapports entre les individus et des rapports verticaux entre les individus et les institutions. Et donc une république, c'est un régime qui institutionnalise ce que j'appelais à l'instant la non-domination, la non-exposition des individus à la volonté arbitraire des autres. Et ça suppose, c'est l'ambition d'un système de droits sociaux, ça suppose ce que beaucoup de gens ont appelé une certaine forme de démarchandisation de la force de travail. C'est-à-dire que les personnes qui sont incarnées dans leur force de travail, les personnes ne sont pas exposées au marché. Elles ne sont pas dépendantes ou pas totalement dépendantes du marché. Et cette forme de dépendance totale vis-à-vis du marché, c'est justement une forme de domination. Et donc les droits sociaux sont destinés à construire un statut qui permet aux individus, et c'est pour ça que c'est une république, qui permet aux individus d'échapper à cette marchandisation, d'échapper à la dépendance qui en est la conséquence. Et le résultat de cette démarchandisation et de cette indépendance qui est conquise sous la forme d'une certaine forme de domination, c'est la légitimité des institutions. Ça, c'est une définition sur laquelle je vais revenir un petit peu en détail. Le deuxième point, c'est ce qui suscite un peu l'inquiétude, c'est que les biens publics, ce sont des biens publics qui ont deux caractéristiques. Ils sont non exclusifs et non rivaux. Alors, non exclusifs, ça veut dire que, d'une manière générale, vous ne pouvez pas les produire seulement pour ceux qui veulent les acheter. L'exemple classique, c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas produire de la sécurité exclusivement pour ceux qui veulent payer. Donc, il faut la produire de façon publique, parce que si vous la produisez seulement pour ceux qui payent, ceux qui ne payent pas en profitent et ils en profitent gratuitement. Donc un bien public, c'est un bien qui doit être non exclusif, et pour être non exclusif, il faut qu'il soit produit par le public. Et la deuxième caractéristique d'un bien public, c'est qu'il est non rival, c'est-à-dire que son utilisation par les uns ne diminue pas la quantité qui est disponible pour les autres. Alors, il y a des biens publics par nature, bien sûr. Je parlais de la sécurité, c'est un bien public par nature. On ne peut pas le produire de façon privée, on ne peut pas le produire par l'intermédiaire du marché. Mais il y a des biens publics par décision.
la santé et l'éducation sont des biens publics par décision politique. On cherche à faire en sorte qu'ils soient non exclusifs, c'est-à-dire que tout le monde puisse y avoir accès, et on cherche à faire en sorte qu'ils soient non rivaux, c'est-à-dire que leur utilisation par les uns n'empêche pas leur utilisation par les autres. Le problème essentiel du devenir des États sociaux, c'est que les biens publics ont tendance à devenir rivaux. C'est-à-dire, ils ont tendance à être, ou plus exactement à être perçus comme des biens rivaux, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à être perçus comme des biens que certains exploitent aux dépens des autres. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les républiques sont en danger, parce que nous avons une perception des biens publics, comme la santé, l'éducation et d'autres, nous avons une perception biaisée, mais pas totalement biaisée, du statut actuel de ces biens publics, qui ont tendance à devenir rivaux. Et il y a des facteurs objectifs qui tendent à faire de ces biens publics des biens rivaux, c'est-à-dire le fait que certains, effectivement, en profitent plus que d'autres, et que les contributeurs et les bénéficiaires ne sont pas exactement les mêmes personnes, ou ont tendance à ne plus être exactement les mêmes personnes, ce qui fait décroître le prestige des biens publics, comme l'éducation et la santé aujourd'hui, mais d'autres aussi. Donc je vais diviser mon exposé en deux parties. Je vais essayer d'exposer ce que c'est qu'un modèle républicain. Je vais essayer ensuite de suggérer quelles sont les critiques qu'on peut faire contre un modèle républicain, parce qu'il y en a de très nombreuses. Beaucoup de gens sont convaincus qu'un État qui prend en charge, ou une puissance publique qui prend en charge la répartition des richesses, et qui confère à certains individus des avantages auxquels ils n'accèdent pas grâce à leurs propres efforts sur la base du marché, beaucoup de gens sont convaincus qu'un État de ce genre est profondément non légitime et illibéral. Essayer de répondre aux objections qui vont dans ce sens. Je vais donc essayer d'exposer le modèle républicain, essayer d'exposer les grandes objections qui lui sont faites, et puis ensuite j'essaierai de comprendre quelles sont les raisons qui font que ce modèle républicain voit son prestige décliner, justement sous l'influence d'une déformation qui fait que les biens publics sont perçus comme ils ne l'étaient pas à l'origine de l'institution de ces droits sociaux républicains, et qu'ils ont tendance aujourd'hui à être perçus sous une figure qui les déconsidère, parce que nous avons l'impression de contribuer à un bien public dont nous ne profitons pas et dont d'autres profitent, et ça fait décroître le prestige. Et il y a des raisons pour lesquelles cette perception s'institue dans l'opinion publique, et en particulier dans l'opinion publique de certains groupes sociaux dans les États développés, en particulier en France. Alors, le modèle républicain, sa définition. Si vous voulez bien, je pars de deux petits textes de 1849 au moment d'un débat très important qui a eu lieu à l'Assemblée nationale lors de la rédaction de la Constitution de la Seconde République, donc 1849. La question était la suivante. Faut-il inscrire dans cette Constitution quelque chose que la gauche radicale et socialiste, entre guillemets, réclamait, à savoir un droit au travail? Est-ce que la société doit garantir aux individus non seulement un travail, un emploi, mais un revenu, une part des richesses sociales qui garantit leur indépendance? Est-ce que c'est un devoir social, républicain, condition de la légitimité, que de garantir un droit à un revenu? Voici ce que dit le rapporteur de la commission de constitution en 1849 à propos de ce droit au travail. Il trace une sorte de frontière entre une république qu'il appelle démocratique, qu'il critique, qui ne veut pas d'un droit au travail, et une république qu'il appelle sociale, qui, elle, veut un droit au travail. Et il montre que la république démocratique est insuffisante et illégitime, et il explique pourquoi. Voici ce très court texte. Réduite à ce premier genre, limitée à ce simple fait d'empêcher la liberté de nuire, l'égalité ne serait qu'une négation, utile peut-être à l'ordre matériel, mais stérile pour l'amélioration de la société. C'est ainsi qu'elle a été envisagée jusqu'à présent. La loi fondamentale garantissait à chacun sa liberté et s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'on la détruisait en la proclamant. Car enfin, qu'est-ce que la liberté du faible à côté de celle du fort, celle de l'ignorant près de celle de l'homme instruit, une lutte où le pouvoir l'emporte à coup sûr. Alors, la formule importante, c'est on la détruisait en la proclamant. On proclame une égalité des libertés. Et en la proclamant, et en se contentant de proclamer cette égalité des libertés, on la détruit. Pourquoi? Parce qu'en proclamant l'égalité des libertés, on proclame l'égalité du droit d'appropriation. Et ce droit d'appropriation est exercé inégalement par les uns et par les autres,
en sorte que la proclamation de l'égalité des libertés aboutit à une proclamation de la subordination légale des uns aux autres, des non-propriétaires, ce que le texte appelle les faibles, aux forts. Donc vous devez continuer à égaliser les libertés, non seulement en proclamant des droits égaux, mais en proclamant le droit de ceux qui sont dépourvus de tout moyen à disposer d'outils de leur indépendance. Et le droit au travail est un des outils de cette indépendance. Je voudrais citer un second texte d'un député qui a participé à ce débat sur le droit au travail en 1849. Retenons son nom, il s'appelle Mathieu, député de la Drôme. L'homme qui ne possède pas est placé sous la dépendance de celui qui possède. Il est à sa merci, il est à sa discrétion. Celui qui lui possède, en lui donnant le travail auquel, selon vous, il n'a aucune espèce de droit, lui fait une faveur. Or, quand on veut faire une faveur, on est libre d'en régler les conditions comme on l'entend. En réalité, il est certain que l'homme qui ne possède pas est l'esclave de celui qui possède. La République démocratique, dit Mathieu de la Drôme, c'est une nouvelle forme de servitude. Alors pourquoi? Eh bien, parce que la propriété, c'est une puissance de contrainte. C'est une puissance de contrainte. Il y a un juriste américain qui s'appelle Robert Hale, qui a donné du régime libéral né des révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle une définition extraordinairement féconde. Il dit « Ce régime, c'est la levée de toutes les contraintes, hormis celles qui résultent du droit de propriété. » Donc le droit de propriété, c'est une puissance de contrainte. Or, qu'est-ce qui légitime la fondation d'un État? Initialement, c'est la protection des faibles contre l'exercice physique de la force par les forts. Des gens comme Armand Marrast, que je viens de citer, et Mathieu de la Drôme, sont des gens qui pensent que l'usage de la propriété pour contraindre ceux qui en sont exclus à se conduire conformément à leur intérêt est l'analogue de l'usage physique de la force. Et de même qu'un État légitime n'est légitime que s'il condamne et contraint l'usage de la force à ne pas avoir lieu, un État n'est légitime que s'il condamne et contraint l'usage contraignant de la propriété à ne pas exister. Et par conséquent, ces personnages, Armand Marrast et Mathieu de la Drôme, pensent que la propriété, c'est un droit universel, mais de manière contingente, accidentelle, si l'on veut, mais pas si accidentelle que ça, si l'on comprend que les ressources naturelles appropriables sont rares par définition, elles ne sont pas en quantité illimitée. Le droit de propriété, de manière contingente, mais finalement pas si contingente que ça, est nécessairement exercé par certains et non pas par tous. C'est un droit dont tout le monde a l'usage, que tout le monde a le droit d'exercer, mais dans les faits, il ne peut être exercé que par certains et non pas par tous. Et par conséquent, la propriété devient, comment dire, un moyen d'imposer notre volonté à ceux qui en sont dépourvus et qui sont obligés d'en passer par nos conditions s'ils veulent simplement avoir accès à des moyens de subsistance. Or, en passer par des conditions qui sont imposées par d'autres, ça s'appelle une forme de servitude. C'est une faveur qui nous est faite, nous avons le droit d'accéder à un travail, mais sous conditions qui sont fixées par d'autres. Ceci s'appelle domination. Et en 1849, mais aujourd'hui encore, on va définir une république comme un régime qui interdit l'exercice de cette forme de contrainte et de cette forme de domination, et qui donc crée une propriété sociale ou des formes d'indépendance qui sont accessibles aux non-propriétaires et qui leur permettent d'échapper à cette domination, d'échapper à cette contrainte qui est exercée sur eux par les moyens de la propriété et du droit. En 1849, c'est effectivement la figure du droit au travail. Il faut dire un mot de la manière dont des gens comme Armand Marrast, Mathieu de la Drôme, Louis Blanc et quelques autres concevaient le droit au travail en 1849. Le droit d'avoir un travail, pour eux, ça signifie le droit d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un crédit gratuit, à la possibilité de mettre en œuvre des moyens de production. Donc ces gens pensaient qu'une république implique que le crédit soit gratuitement accessible à ceux qui veulent mettre en œuvre des coopératives de production et donc échapper au salariat. Le crédit gratuit étant la voie qui permet aux salariés d'échapper à la condition de dépendance, de former des collectifs coopérateurs de production qui leur permettraient de ne plus être dépendants de quelqu'un qui leur offre leur travail en échange de conditions
qui sont souvent très très sévères. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur le fait que cette idée de droit au travail est en contradiction avec un ordre marchand et que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas triomphé. Mais après 1849 et jusqu'à aujourd'hui, en particulier jusqu'à l'institution des États sociaux à la fin du XIXe siècle et dans le milieu du XXe siècle, on a mis en place une autre façon de concevoir ce que sont ces moyens d'indépendance. Ce sont des droits sociaux, le salaire minimum, la réglementation de la durée du travail, le principe de la négociation collective, je vais y revenir une seconde, une assurance contre le non-emploi, contre le chômage, une assurance sur la retraite, une assurance contre les accidents du travail. Les négociations collectives, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'aux grandes lois syndicales, le fait d'entreprendre collectivement de négocier des conditions de travail et d'emploi face à un employeur est un délit, délit de coalition. On n'a pas le droit de se grouper pour négocier des conditions favorables. Et les droits sociaux mettent enfin un terme à cette forme, disons, de servitude légale que les républicains condamnaient. En plus de ces droits sociaux, bien sûr, il y a des services publics dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des biens qui sont produits publiquement, indépendamment de la capacité des individus à s'en porter acquéreurs sur le marché. Ces biens, c'est l'éducation, c'est la santé, dans une certaine mesure, c'est le logement, et dans certaines mesures, c'est aussi le transport, le droit de se transporter d'un endroit à l'autre du territoire. Ces droits sociaux et ces services publics sont les conditions d'une existence non dominée pour l'ensemble des citoyens de notre République, et ce sont les conditions de l'existence d'un ordre politique légitime, en sorte que le rétablissement d'une certaine forme d'équilibre ou d'égalité entre les différents partenaires qui œuvrent dans la société est la condition de la légitimité, et bien entendu aussi, c'est une question qu'on examinait tout à l'heure, c'est une condition de la liberté, c'est-à-dire le rétablissement des conditions d'une certaine forme d'équivalence dans les négociations et dans les contrats, et la condition de la liberté des individus. Je voudrais évoquer maintenant quelques-uns des arguments philosophiques ou normatifs à l'appui d'une forme sociale de ce genre, c'est-à-dire à l'appui d'une république. Comment est-ce qu'on peut justifier un régime qui est fondé sur l'idée que la puissance publique prend en main la nécessité de contrecarrer les effets spontanés des échanges marchands pour créer chez ceux qui sont ou pourraient en être les victimes, chez ceux qui sont ou qui pourraient être défavorisés par les résultats des échanges marchands, des conditions objectives de leur indépendance. Donc on cherche à légitimer un régime politique qui prend en main un façonnage de la société et qui rétablit ce que le marché ne fait pas, créer des indépendances mutuelles. La première forme de justification normative d'un régime de ce genre, elle a été donnée par un écrivain anglais qui s'appelle Marshall, dans un texte très célèbre, Citizenship and Social Class, 1963. Et c'est une sorte de bilan de l'institution de l'État social en Angleterre. Il distingue trois générations de droits. Des droits civils, y compris la propriété et le contrat, mais ce sont des droits personnels attachés à la personne, des droits politiques, des droits de vote, des droits d'association, des droits de s'exprimer, bien sûr, dans la presse et dans d'autres canaux, et puis des droits sociaux. Et il montre que l'institution des droits civils, non seulement ne combat pas la stratification sociale, c'est-à-dire ne combat pas la différenciation des conditions sociales, mais cause cette différenciation. Lorsque parmi une population faite de gens diversement talentueux et ayant des accès très très différents, à la fois au capital et aux ressources naturelles, vous introduisez des droits égaux, vous assistez à une différenciation des situations et vous assistez à la situation de dépendance qui en est la conséquence. Autrement dit, instituer des droits civils égaux, dit Marshall, et se contenter de ça, ça n'est pas combattre la dépendance, c'est la créer. C'est l'effet spontané et naturel d'une société d'individus qui jouissent des mêmes droits alors qu'ils n'ont pas des situations équivalentes et en particulier qu'ils n'ont pas des accès équivalents aux moyens de travail et aux ressources naturelles. Il suffit de comprendre que les ressources naturelles, n'étant pas illimitées, elles sont rares par définition, celles qui sont prises ne sont plus disponibles. Et en particulier, celles qui ont été prises par les générations antérieures ne sont plus accessibles sur la même base aux générations postérieures. Les Américains ont rencontré ce problème lorsque
lorsque la frontière s'est fermée, c'est-à-dire lorsque l'expansion vers l'ouest s'est terminée, les gens ne pouvaient plus saisir de terres et de ressources naturelles et se trouvaient condamnés au salariat. D'où une réflexion nouvelle sur qu'est-ce qui se passe dans une société où les droits sont égaux, et une conclusion assez naturelle qui est que dans une société où les droits sont égaux mais où les ressources sont rares, il faut des moyens substitutifs de l'accès aux ressources naturelles pour ceux qui en sont dépourvus. Les droits politiques, dit Marshall, sont un instrument, donc la démocratie, c'est un instrument pour réduire cette stratification. Vous étendez les droits politiques et ceux qui ont reçu ces droits politiques les utilisent pour réduire les effets de stratification qui ont été causés par les droits civils égaux répandus entre des personnes qui sont par définition inégales. Et donc la démocratie apparaissait à Marshall comme un instrument très très important pour réduire les inégalités dues à l'effet du marché dans une société composée de gens qui sont des individus dotés de droits égaux. Les droits politiques, en ce sens, sont en quelque sorte la suite nécessaire, logique, des droits civils. Ce que Marshall laisse entendre aussi, sans le dire, mais toute la génération de penseurs, de gens qui ont réfléchi dans la même veine que lui, disent la chose suivante: ceux qui étaient assis, disons, sur les bénéfices apportés par l'exercice inégaux de droits égaux dans la première période des régimes libéraux, disons la première moitié du XIXe siècle, ont bien compris que c'était un cul-de-sac, c'est-à-dire ils étaient en train de donner naissance à une société qui était illégitime. Il ne fallait pas seulement lâcher du lest, il fallait aussi créer des conditions de légitimité, et les libéraux anglais, par exemple, l'ont parfaitement compris. Donc, créer des conditions de légitimité, ça voulait dire consentir aux classes populaires, consentir à ceux qui sont exclus de l'accès à la propriété indépendante, consentir des droits sociaux qui compensent, en quelque sorte, leur absence d'accès indépendant à la propriété. Et, bien entendu, lorsque les droits politiques sont utilisés, ils sont utilisés pour construire le dernier étage d'une maison légitime, c'est-à-dire pour construire des droits sociaux. Et Marshall pense qu'il y a eu effectivement, au moment de la fin du XIXe siècle, en Angleterre au début du XXe siècle, puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, un moment de consensus pour dire que la légitimité des régimes libéraux est assise sur le fait que ces régimes consentent à ceux qui sont exclus du droit de propriété, des droits sociaux qui en sont en quelque sorte le substitut, pas le substitut parfait, mais une certaine forme de substitut. Comme vous le savez aussi, il a été très très souvent question de savoir si l'on devait constitutionnaliser ces droits sociaux. Des propositions dans ce sens ont été faites aux États-Unis, par exemple par un auteur qui s'appelle Robert Reich, qui a suggéré qu'un État, un des États fédérés de la Fédération américaine, ne peut pas suspendre le droit à une allocation sans une procédure judiciaire contradictoire. C'est-à-dire ne peut pas priver quelqu'un d'une allocation sociale, d'un droit social, d'un droit à un logement, d'une allocation quelconque, sans une procédure contradictoire. Ce qui fait accéder le droit de recevoir une certaine allocation à un statut constitutionnel dont ce droit était privé auparavant. Je voudrais citer aussi un deuxième exemple. Vous savez qu'il y a une nouvelle constitution en Afrique du Sud et qu'en Afrique du Sud, cette nouvelle constitution inclut le droit au logement. Donc il est inscrit dans la Constitution que les citoyens d'Afrique du Sud ont le droit d'être logés. C'est une question qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà comment les Africains du Sud réfléchissent à cette question. À propos d'une affaire concrète, des squatteurs se sont installés sur un terrain qui appartient à un propriétaire privé. Le propriétaire privé fait appel à la force publique pour les expulser, les exclure, disant « ce terrain m'appartient et j'ai un projet de construction immobilière que je veux mener à bien et les gens qui occupent ce terrain empêche ce projet d'être mené à bien. » L'affaire est portée devant le juge qui dit la chose suivante: il existe un droit au logement. Donc le propriétaire privé voit son droit de propriété limité par le fait que les citoyens d'Afrique du Sud, en particulier les citoyens qui ont derrière eux un long héritage, évidemment, d'oppression et de domination, puisque ce sont essentiellement des Noirs, des Africains, ce droit de propriété entre en contradiction avec le droit au logement de l'ensemble des citoyens, et donc vous n'avez pas le droit de les expulser. Alors, logiquement, le propriétaire dit, mais dans ce cas, mon droit de propriété est nié. Non, pas totalement. Vous êtes tenu de louer ce terrain aux personnes qui l'occupent, et le loyer va être acquitté pour moitié entre les personnes qui squattent et l'État. Donc c'est une solution, disons, qui institutionnalise
des droits sociaux. Donc c'est un ensemble, disons, d'arguments qui nous laissent penser que les droits sociaux, non seulement sont légitimes, non seulement qu'ils sont indispensables, mais que ce ne sont pas des droits-créances au sens que l'on évoquait tout à l'heure, mais que ce sont des droits qui peuvent prendre place dans une constitution et réguler une vie collective. C'est-à-dire qu'ils peuvent être institutionnalisés et passer réellement dans la vie publique, et en particulier dans la vie juridique. Je voudrais évoquer maintenant des arguments normatifs un peu plus puissants en faveur de l'institution de droits sociaux de ce genre, c'est-à-dire en faveur d'un régime politique que j'appelle républicain, qui a une particularité assez saisissante quand même, c'est-à-dire en lui, il y a une puissance publique, une puissance qui émane de la volonté collective, qui prend en main le destin de certaines questions et qui entreprend de modeler la société pour rétablir des égalités là où elles n'existent pas, et en particulier là où le marché s'avère incapable de les produire. Rétablir des conditions objectives d'indépendance. On cherche des arguments normatifs à l'appui d'une forme politique de ce genre républicaine. Ensuite, on se demandera pourquoi ces arguments normatifs sont faibles ou affaiblis aujourd'hui, mais pour l'instant, on cherche à les faire surgir et à les mettre sur la table. Voici un premier argument. Une société, c'est un raisonnement qui a été tenu par des égalitaristes libéraux contemporains, dont le principal d'entre eux s'appelle John Rawls, qui a publié en 1971 un livre très important qui s'appelle « Théorie de la justice ». Une société, dit-il, ne peut pas prétendre qu'elle traite ces individus comme des sujets libres et égaux en valeur, c'est-à-dire des sujets, des individus dont l'existence a une égale valeur, si elle les contraint à vivre dans des institutions qui les exposent à la domination d'autrui. Vous ne pouvez pas prétendre que vous accordez une valeur égale à l'ensemble des existences si vous contraignez certains sans responsabilité de leurs faits, parce qu'être né à la Courneuve ou ailleurs n'est pas une chose dont nous sommes responsables. Donc si vous contraignez les gens sans responsabilité de leurs faits à vivre dans la dépendance d'autrui, une société de ce genre ne peut pas être légitime. Il faut donc se demander quelles sont les institutions sociales qui sont susceptibles de recueillir l'assentiment rationnel de l'ensemble des individus. Et pour répondre à cette question, il faudrait répondre à une autre question. Qu'est-ce qui peut motiver les individus à être citoyens? Qu'est-ce qui peut les motiver à penser que l'ordre politique dans lequel ils vivent est légitime et qu'ils ont une obligation de conscience d'y obéir? Qu'est-ce qui peut les motiver à ça? Et la réponse est très simple dans ce premier argument. La réponse est la suivante. Ce qui peut les motiver, c'est qu'ils ont le sentiment, qui correspond à une réalité, que ces institutions ne sont pas modelées pour sacraliser les instruments de contrainte dont disposent les uns par rapport à eux. Donc ils pensent que des institutions qui se contenteraient d'ériger une sorte de barrière sacrée, pour reprendre le mot de tout à l'heure, autour de la propriété et du droit de contracter librement, seraient des institutions qui ne mériteraient pas le qualificatif de légitime, car ce sont des institutions qui consacreraient en quelque sorte leur propre dépendance. Et donc, dans une situation de rationalité parfaite, explique John Rawls, les individus choisiraient des institutions qui les prémunissent contre cette dépendance. Donc ils choisiraient des institutions qui comportent ce qu'il appelle un principe de différence, un principe qui établit que, oui, certes, les inégalités sociales sont légitimes à une condition, c'est qu'elles soient associées à des droits civils rigoureusement égaux et qu'elles soient telles qu'elles fonctionnent à l'avantage de l'ensemble des membres de la société, qu'elles ne créent pas de dépendance et que le résultat net de l'existence de ces inégalités soit que le sort de chacun dans cette société est plus favorable qu'il ne le serait si ces inégalités n'existaient pas. Un principe très très simple. Doublé d'un autre principe qui lui aussi est très très simple. Les individus ont le sentiment que dans la vie humaine, et ils ont raison, le hasard, les facteurs contingents jouent un rôle énorme. Je parlais du lieu de naissance tout à l'heure, on peut parler aussi des talents, du capital personnel que les gens possèdent ou dont ils disposent. Et une réflexion rationnelle, c'est-à-dire une réflexion derrière un voile d'ignorance qui nous cacherait nos propriétés personnelles, une réflexion rationnelle aurait tendance à dire « Nous ne voulons pas que nos existences soient déterminées par des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Donc nous voulons
une société qui soit une forme d'assurance mutuelle contre les effets de la chance, positive ou négative, contre les effets du hasard. Nous ne voulons pas que la société soit organisée d'une façon telle que chacun subisse personnellement, sans assistance, sans solidarité, sans assurance, les effets du hasard, ceux de sa naissance, ceux du manque de talent. Mais le manque de talent, c'est quelque chose de très relatif. C'est le manque de talent, non pas le manque de talent intrinsèque, mais le manque de talent pour lequel les autres veulent payer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas de talent que les autres veulent acheter. Et c'est un facteur contingent qui expose l'existence de celui qui en est victime, entre guillemets, hein, à une certaine forme de dépendance, et cette forme de dépendance n'est pas légitime. Je voudrais juste vous donner un exemple statistique assez étrange, mais très pertinent, me semble-t-il, de l'effet du hasard dans l'existence des individus. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Robert Putnam, et dans un livre qui s'appelle Our Kids, Nos enfants, il explique la chose suivante. Il a fait une étude statistique, il n'est pas le seul à l'avoir faite, sur les taux de succès des individus dans les études supérieures. Il a donc pris des cohortes d'élèves à la fin de la seconde et il a mesuré leur taux de réussite à des tests d'aptitude. Et ensuite, il a pris la même cohorte, 10 ans après, en mesurant le taux d'obtention d'un diplôme du supérieur, qui est, bien entendu, la porte ouverte à des situations favorisées et à des revenus salariaux très conséquents dans les sociétés modernes. Et il constate la chose suivante. Il y a des élèves très très peu favorisés dans le premier groupe, qui obtiennent de très bons résultats aux tests. Il y a aussi des élèves très favorisés, qui obtiennent des résultats très médiocres aux tests d'aptitude à la fin des études secondaires. Et il se trouve que 10 ans après, les étudiants issus de milieux favorisés qui ont obtenu les moins bons résultats aux tests d'aptitude sont plus nombreux à avoir obtenu un diplôme du supérieur que les étudiants issus de milieux moins favorisés qui ont obtenu les meilleurs résultats aux tests d'aptitude. Donc les compétences sont annulées par l'origine sociale dans l'obtention d'un papier, d'un diplôme qui ouvre la voie à une condition favorisée. Et ceci est illégitime. Un état de ce genre qui ne compense pas le hasard, en particulier celui de la naissance, qui ne s'efforce pas de le neutraliser, parce que les moyens de le neutraliser sont très difficiles à concevoir, un état de ce genre n'est pas un état républicain. Voici le second argument à l'appui, disons, d'un état ou d'une puissance publique qui prend en main le modelage de la société. Si nous avons une stratification sociale, si nous avons des gens plus riches que d'autres et d'autres plus pauvres que d'autres, comme c'est le cas, comme ça sera nécessairement le cas dans toute société, même dans des sociétés qui sont relativement ou même bien plus justes que les nôtres. La question est, qu'est-ce qui exactement crée chez ceux qui sont les moins favorisés un devoir, de ne pas s'insurger contre l'ordre légal et en particulier contre l'ordre de la propriété? Et la réponse, c'est que ce qui fonde ce devoir de ne pas s'insurger contre l'ordre de la propriété, c'est précisément le fait que la société prend en charge le soin et le souci d'assurer à ces gens un minimum de degré d'indépendance par rapport aux forces de contrainte de la propriété et du marché, et du contrat, bien entendu. Donc, ces protections contre les forces de dépendance de la propriété, du contrat et du marché sont des conditions de la légitimité des ordres marchands, en quelque sorte, des ordres libéraux. Et c'est ancré dans une certaine forme de conception de la propriété. C'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons institué quelque chose de si étrange que la propriété privée? Vous pouvez interroger tous les théoriciens du droit de propriété au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et la réponse constante qu'ils vont vous donner, c'est la suivante. La propriété est la condition de l'indépendance. La propriété est la condition de l'indépendance. Pourquoi est-ce que la propriété privée est justifiée? Elle est justifiée parce que sans elle, je ne peux pas avoir l'assurance de mener une existence qui est à l'abri de la dépendance, de l'incertitude et de la précarité par rapport aux entreprises des tiers.
le produit de mon travail, par exemple, ne m'est pas assuré. Et par conséquent, la possibilité que j'ai de construire une existence en conformité avec mon propre projet ne peut pas exister. La propriété, non seulement c'est la condition de la propriété de soi, mais c'est la condition de la possibilité de construire un projet d'existence indépendant qui n'est pas exposé à la violence et aux entreprises dominatrices des tiers. C'est la justification numéro 1 principale du droit de propriété dans un régime assis sur la propriété privée. Alors une réflexion très très simple conduit à la conclusion suivante. Si la propriété se justifie par le fait qu'elle est la condition de l'indépendance, elle cesse de se justifier au moment où elle entre en conflit avec l'indépendance des non-propriétaires. Et sa limitation devient non seulement une possibilité, mais un devoir. Donc le droit de propriété ne peut être ni absolu, ni arbitraire, mais il inclut dans sa légitimation la possibilité pour tous ceux qui sont exclus de vivre de façon indépendante. Et là aussi, il faudrait pouvoir citer des exemples. La Cour suprême des États-Unis, par exemple, malgré son caractère d'être une institution extrêmement conservatrice, a à plusieurs reprises reconnu que le droit de propriété était limité et qu'il incluait les exigences de liberté des tiers. Voici un exemple très simple. Un monsieur qui possède une très grande ferme, qui s'appelle monsieur Schack, à un moment loge des ouvriers mexicains sur son terrain, chez lui, dans des bâtiments qui lui appartiennent. Ces ouvriers mexicains veulent recevoir la visite de travailleurs sociaux qui veulent les informer sur leurs droits, et en particulier leur montrer que les conditions de travail dans lesquelles ils sont employés ne sont pas conformes à la législation. Monsieur Schack dit aux travailleurs sociaux « Ah non, vous n'entrerez pas chez moi, c'est chez moi ». La Cour suprême a dit que le droit de propriété de monsieur Schack ne valait pas contre le droit des ouvriers mexicains à recevoir l'assistance et les conseils des travailleurs sociaux qui viennent les informer sur leurs droits. Oui, le droit de propriété existe, mais il n'est pas absolu. Il est limité par le devoir de garantir l'indépendance de membres de la communauté qui sont particulièrement exposés. Et dans la jurisprudence, il y a une foule d'exemples où le droit de propriété est contenu, limité par des impératifs qui sont ceux qui sont liés à l'indépendance de tierces personnes, mais qui sont aussi des impératifs, souvent des impératifs de préservation de certains biens communs. Un second exemple, si vous le voulez bien, un propriétaire avait acheté une bande côtière en Caroline du Nord avec le projet d'y édifier des immeubles. Mais le problème, c'est que la construction de ces immeubles risquait d'effondrer les terrains et de provoquer des inondations sur l'arrière-pays. Et par conséquent, la juridiction compétente lui a interdit de faire de ces terrains, qui étaient à lui, l'usage qu'il prétendait en faire. Pourquoi? Ça menace la vie, la propriété d'autres personnes. Ça met en cause la possibilité que d'autres personnes ont de jouir de leurs biens dans des conditions indépendantes. Alors bien sûr, il se plaint que son droit de propriété est violé, et la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la question de savoir si son droit de propriété est ou n'est pas violé. Est-ce qu'on doit l'indemniser? Et si on doit l'indemniser, à quel niveau? Le prix qu'il a acheté les terrains ou le prix qu'il aurait pu revendre les immeubles une fois qu'il les aurait construits? Le problème est délicat. La Cour suprême, dans ce cas, a opté pour la seconde solution, donc consacrer le droit de propriété, mais dans le cadre de cette décision, des arguments très très puissants se sont fait entendre pour dire que le droit de ce propriétaire à être compensé au niveau des revenus qu'il aurait pu engendrer en exploitant ces terrains n'existait pas, et que son droit de propriété n'incluait pas le droit de construire des immeubles si ces immeubles mettent en danger un bien public d'une autre nature. Donc nous avons des arguments normatifs très puissants. Je voudrais juste faire une petite remarque sur ces arguments normatifs très puissants. Ils supposent des postulats que je n'ai pas mis sur la table, mais qui sont très importants et dont je suppose que certains d'entre vous les contesteraient ou penseraient qu'ils sont assez difficiles à justifier. D'abord, ils supposent ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, une conception holiste de la société. Holiste, ça veut dire l'idée que la société a une consistance qui lui est propre et qu'il y a comment dire, un impératif qui consiste à conférer à la société une certaine forme, que c'est un impératif très important. Regardez un autre exemple. Si nous laissons librement agir le marché et les contrats,
alors ça veut dire que les gens peuvent contracter librement. Si nous laissons les gens contracter librement, cela voudrait dire que nous pouvons laisser les individus inclure dans les contrats de vente qu'ils font pour leurs immeubles, leurs appartements, la clause suivante. Je vous vends mon appartement, mais vous n'avez pas le droit de le revendre à un noir. On pourrait dire qu'il s'agit d'un libre contrat. Pourquoi est-ce que la puissance publique vient mettre son nez dans un libre contrat entre deux personnes qui acceptent librement les clauses? Non, car nous sommes soucieux de savoir quelle est la forme de la société dans laquelle nous allons vivre. Et nous ne voulons pas de discrimination raciale. Donc nous interdisons que des clauses de ce genre soient introduites dans les contrats entre particuliers, parce que nous nous soucions de savoir exactement quelle est la forme de société dans laquelle nous voulons vivre, et nous tentons démocratiquement de déterminer quelle est la forme de société dans laquelle nous voulons vivre, et nous modelons les accords entre les particuliers en fonction de cet impératif, et ça semble quelque chose d'absolument indispensable si nous réfléchissons à la question de la légitimité des institutions. Le second postulat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il existe une dette sociale, c'est-à-dire que tout individu qui aujourd'hui a accumulé une fortune, des richesses, un accès privilégié, soit à des positions de puissance, soit à de la propriété, soit qui est détenteur, disons, d'une certaine forme de monopole en termes de savoir et autres, est assis, comment dire, sur les épaules de millions et de millions de gens qui ont œuvré avant lui. Et il en est tributaire, il leur est redevable, c'est-à-dire que sans eux, il ne pourrait pas être ce qu'il est. Un exemple fameux, c'est celui d'un monsieur qui construisait des chemins de fer au XIXe siècle aux États-Unis. Il s'appelle Vanderbilt, milliardaire, le Trump de l'époque. Et il disait, mais ma fortune m'appartient, c'est moi qui ai accumulé cet argent. Et un journaliste lui a dit, mais cher monsieur, supposez que vous soyez né chez les Pygmées du Soudan. Est-ce que votre fortune serait la même? Bien sûr que non. Autrement dit, il a bénéficié non seulement de circonstances historiques qui faisaient que, par exemple, la construction de voies ferrées était un impératif, mais il a bénéficié aussi d'immenses contributions, collaborations. Aucun individu ne peut se prétendre le créateur des richesses qu'il détient. Aucun individu. Et donc, la question de savoir comment ces richesses sont distribuées, réparties, est nécessairement une question qui se pose. Et le troisième postulat, qui est très important et sur lequel on pourrait passer des heures, c'est la question de la responsabilité. Les individus sont-ils responsables de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont? La réponse est je n'en sais rien. C'est une question métaphysique extrêmement difficile à résoudre, mais ce qui est simple à expliquer, c'est qu'une idée de la responsabilité personnelle fondée sur une idée métaphysique de liberté ne peut pas être inscrite dans une culture publique d'une manière telle que tout le monde l'accepte. Et donc, l'idée que les individus sont libres, ontologiquement, métaphysiquement, et qu'ils sont parfaitement responsables de ce qu'ils ont fait, est une idée que nous ne partageons pas. Nous ne pouvons pas construire notre culture publique, et le régime de légitimité sous lequel nous vivons, nous ne pouvons pas le construire sur une idée de ce genre. Et enfin, le dernier postulat, dans un système qui établirait, si on veut, la légitimité d'une puissance publique qui entreprend de modeler la société pour rétablir une certaine forme d'égalité avec une vocation républicaine, c'est que les individus ont une égale valeur. Un postulat fondamental que même les penseurs les plus libéraux, comme Smith et d'autres, partagent. Les individus ont une égale valeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, et Smith le dit en toutes lettres, les pauvres ne méritent pas d'être pauvres. Ça ne veut rien dire. Les pauvres ne méritent pas d'être pauvres. Les pauvres mériteraient aussi d'avoir accès à ce qu'il appelle les bienfaits d'une existence civilisée. Il n'y a pas de possibilité de dire que ceux qui sont démunis méritent leur situation, ou qu'ils ont particulièrement démérité. Les individus ont une égale valeur, et nous vivons dans une société qui est une œuvre collective, et qui donc doit, si elle veut être légitime, se poser la question de savoir comment les richesses qu'elle produit, et non pas que des individus de façon isolée produisent en son sein, comment ces richesses doivent être réparties. Je voudrais juste terminer cette rapide tour d'horizon sur les arguments normatifs en faveur d'un régime que moi j'appelle républicain, en disant une chose très simple. Les grandes déclarations internationales qui gouvernent l'ordre aujourd'hui juridique mondial, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont des textes qui affirment noir sur blanc l'existence des droits sociaux. Ce sont des textes qui affirment noir sur blanc l'existence des droits sociaux, c'est-à-dire ce sont des textes qui affirment noir sur blanc que les régimes politiques sont dépourvus de légitimité s'ils négligent d'instaurer entre les citoyens
une certaine forme d'indépendance mutuelle. Et par conséquent, ce sont des textes qui, noir sur blanc, condamnent un régime qui serait exclusivement fondé sur le marché, s'il est vrai, comme cela est le cas, que le marché a pour conséquence de créer des situations de non-indépendance et d'exposer des individus à des formes de dépendance personnelle qui sont souvent extrêmement dégradantes. On entend souvent, j'entendais à la radio encore ce matin, des économistes dire que c'est un fait scientifique que le niveau de l'emploi dans un pays est déterminé par le prix de la force de travail. Et que donc, il suffirait de supprimer le salaire minimum pour que le prix de la force de travail décline jusqu'à un point où toute offre de travail trouverait preneur. Le problème, c'est qu'il faudrait réfléchir à la question suivante. Est-ce que nous vivons dans une économie dont les capacités de croissance sont telles que tous les travaux qui sont offerts permettraient à ceux qui les offrent, c'est-à-dire qui s'offriraient pour les salaires correspondants, pourraient survivre et pourraient survivre dans des conditions indépendantes? La réponse est non, bien entendu, car la question du niveau de l'emploi n'est pas tributaire du prix du travail, ça n'est pas tributaire d'une certaine forme de réglementation excessive sur le marché du travail, mais c'est tributaire d'un certain niveau de croissance. Ça semble assez clair. Donc, nous savons bien que le marché ne produit pas des indépendances, ou en tout cas qu'il ne les produit pas nécessairement. Il pourrait les produire dans certaines circonstances, mais il n'est pas légitime a priori. Il est légitime s'il produit des indépendances. Il cesse d'être légitime s'il ne produit pas ces indépendances. Et dans ce cas, il convient de le corriger. Et aujourd'hui, c'est bien ce que nous constatons. Alors, je voudrais maintenant très rapidement évoquer, mais il faudrait encore une fois des jours entiers pour le faire, mais je voudrais évoquer les objections qui ont été faites à ce type de raisonnement. D'accord ? Il me semble disposer d'un raisonnement normatif assez puissant en faveur d'un État de forme républicaine. Je pense que tout le monde est convaincu dans cette salle, hein, j'espère du moins. Il y a des arguments contraires. Il y en a eu au moment de 1849, lorsque le droit au travail a été proposé, puis il y en a aujourd'hui, et je voudrais juste les évoquer, voir s'ils sont puissants, s'ils sont convaincants, si nous devons y prêter attention, si nous devons les recevoir, oui ou non. Alors, en 1849, lorsque des gens ont proposé le droit au travail, il y a un écrivain qui s'appelle Adolphe Thiers, un homme très connu, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le droit de propriété », et il dit, écoutez, non, c'est pas possible, car le droit au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société doit à certains une certaine forme de revenu. Et alors Thiers dit tout benoîtement, où prenez-vous ce revenu? Où le prenez-vous? Dans la poche des propriétaires, c'est clair. Donc, le droit au travail signifie un transfert forcé de richesses de ceux qui les ont produites à ceux qui ne les ont pas produites. C'est illégal. C'est très simple, c'est illégal. C'est insupportable. C'est en contradiction avec les droits civils. Donc au contraire du raisonnement de Marshall, quelqu'un comme Thiers nous propose de penser qu'il y a une contradiction manifeste entre les droits civils et les droits sociaux. Les droits sociaux ne peuvent pas être mis en place, et a fortiori constitutionnalisés, sans détruire les droits civils. La jurisprudence, encore une fois, en Afrique du Sud et aux États-Unis, nous prouve que ce n'est pas vrai, mais le raisonnement a une certaine consistance. Vous ne pouvez pas instituer des droits sociaux sans contredire des droits civils. Alors, bien entendu, quelqu'un comme Rawls, par exemple, lorsqu'il élabore la liste des libertés fondamentales qu'un État légitime doit garantir à ses citoyens, inclut le droit de propriété personnelle. Oui, vous êtes propriétaire de votre personne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, vous êtes propriétaire de votre habitation. Mais vous n'êtes pas propriétaire des parties de la nature et des moyens de travail que vous avez entre les mains. Il n'y a pas de droit naturel ou absolu ou sans contestation possible de propriété sur des moyens, en particulier sur des ressources naturelles, dont l'usage par les autres est la condition de leur indépendance. Vous ne pouvez pas monopoliser quelque chose dont tout le monde a besoin. Vous ne pouvez pas. Donc, ceci ne peut pas figurer au chapitre des droits naturels. Mais quelqu'un comme Thiers dit, si, c'est le travail qui crée la propriété. Évidemment, thèse très discutable, hein. C'est le travail qui crée la propriété, et prélever la propriété, c'est prélever le travail, c'est prélever une partie de la personne. Vous voyez à quel point le débat est très important.
Est-ce que la propriété, c'est seulement du travail accumulé? Si la réponse est oui, prélever la propriété, c'est prélever la personne. Et là, il y a un problème. Encore que, il existe par exemple des États, comme le nôtre, où il y a un devoir pour nous d'assister les personnes en danger. Le monde anglo-saxon ne connaît pas ce type de devoir d'assistance à personne en danger, mais le devoir de mettre sa personne à une personne en danger, c'est bien l'idée que je ne suis pas intégralement propriétaire de ma personne et que dans certains cas, elle doit être mise à la disposition des autres. Le problème se pose, par exemple, lorsqu'il s'agit de prélever des organes sur des personnes décédées. Ce sont des problèmes différents, mais le droit de propriété sur sa propre personne n'est même pas un droit dont on pourrait établir le caractère absolu et définitif sans contre-argument extrêmement puissant. Mais l'argument de tiers, c'est celui-ci. Et l'argument, bien sûr, subsidiaire, c'est celui-ci. Hein, c'est un argument de type économique, un argument fondé sur l'efficacité. Si vous commencez à prendre dans la poche des uns une partie des richesses qu'ils ont produites pour le transférer à d'autres, qui du coup se trouvent à la tête d'un revenu sans avoir travaillé, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas travaillé mais qui ont un revenu sont encouragés à ne pas travailler. Et ceux qui se voient prélever une partie des richesses qu'ils ont produites grâce à leur travail au profit des autres, travaillent encore moins. En sorte que le gâteau se restreint. Un argument très très puissant, bien sûr, qui est un argument d'efficacité, dont la valeur normative n'est pas évidente, mais qui est un argument qui a été étudié en détail par un économiste qui s'appelle Albert Hirschman dans un livre magnifique dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « 2 siècles de rhétorique réactionnaire ». Un livre magnifique qui examine cet examen en détail, cet argument en détail, et qui le démontre. Mais ces arguments sont puissants. Je voudrais évoquer maintenant des arguments contemporains qui sont très intéressants eux aussi, en particulier ceux qui ont été mis en avant par un penseur très souvent cité aujourd'hui. Il est mort maintenant, hein, il s'appelle Friedrich von Hayek, bien sûr. Alors, Friedrich von Hayek, c'est quelqu'un qui a dit des choses très importantes et très intéressantes pour discuter cette hypothèse d'un état de forme républicaine. Voici ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est qu'un état social, comme vous dites, votre soi-disant république? Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation. Ça veut dire que les destins des individus sont enrôlés au service d'un bien commun, comme dans une entreprise, quoi, où tous les membres de cette entreprise sont assujettis à une direction qui leur assigne leur rôle, leurs tâches. Mais ça, c'est pas ce que nous appelons une société libre, dit Hayek. Car une société libre, c'est quelque chose de très très différent. Une société légitime, c'est une société qui n'a pas d'objectif unique. C'est une société qui laisse chacun maître de fixer lui-même ses propres objectifs. C'est une société non tyrannique, donc c'est une société où moi, je ne cours pas le risque, et vous non plus, je ne cours pas le risque d'être enrôlé au service d'une entreprise que je n'approuve pas. Et laissez-moi vous faire une confidence, je n'approuve pas qu'on enrichisse ceux qui ne travaillent pas. Donc je ne veux pas être enrôlé au service d'une entreprise que je n'approuve pas. Qu'est-ce que c'est qu'une société libre? C'est une société qui n'a pas de but unique, mais qui a une pluralité de buts, autant que d'individus. Qu'est-ce qu'elle a en commun? Des règles du jeu, des règles d'action collective, uniquement, rien d'autre. Quelles sont ces règles? Ah, le dit Hayek, c'est très simple. Regardez un petit peu comment ces choses se sont passées dans l'histoire. Quels sont les régimes qui survivent? Quels sont ceux qui prospèrent? Quels sont ceux qui sont en bonne santé? Ce sont des régimes politiques, sociaux, si vous voulez, qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'ils l'emportent sur les autres, au fond. Pourquoi? Il n'y a qu'à regarder le type de règles qu'ils ont mis en place. Et quand je regarde le type de règles mis en place par ces régimes qui ont été sélectionnés par l'histoire et qui l'emportent sur les autres, qui sont devenus prospères, qui sont capables de créer de la richesse et de satisfaire des besoins, je vois que ce sont des régimes qui ont érigé en règle de bonne conduite universellement valable 2 choses. Le droit de propriété est sacré. Les contrats sont sacrés. C'est simple. Les régimes qui ont institué ces 2 règles de bonne conduite sont les régimes légitimes. Pourquoi légitimes? Ils survivent, ils créent de la richesse, ils créent de la prospérité, ils créent aussi
des avancées scientifiques et techniques extrêmement importantes. Peut-être bien qu'ils détruisent la nature, un petit problème, mais à l'époque où Hayek a écrit, cette question ne se posait pas. En sorte que l'idée de Hayek est très simple. Les régimes de justice sociale, ceux que vous appelez tels, ceux qui sont gouvernés par l'idée d'instaurer entre leurs citoyens une forme républicaine de justice sociale, sont des régimes dépourvus de toute légitimité, car ils contredisent les règles de bonne conduite dont l'expérience historique et économique prouve qu'elles sont légitimes et valides. Elles prouvent qu'elles sont légitimes et valides. Mais attendez, j'ai un autre argument. Il n'y a que dans un régime de ce genre que les individus sont libres. Pourquoi? Mais précisément parce qu'ils sont les maîtres de fixer les modalités de leur propre existence. Ils ne sont pas exposés à quelque chose que nous refusons tous, c'est-à-dire que d'autres nous enrôlent au service de leur but. Et donc, les régimes de justice sociale sont des organisations proto-tyranniques. Elles sont marquées par la partialité, elles enrôlent la puissance publique au service des projets de certains, au détriment de certains autres, marquées par la partialité. Alors, la légitimité, c'est l'impartialité. Le fait que chacun est libre de fixer lui-même ses propres buts. Et Hayek dit d'une façon assez simple, un régime de justice sociale, c'est un régime qui ramène les corporations, qui ramène les privilèges. Le droit protège les salariés, le droit protège certaines corporations. Aux États-Unis, en 1935, le gouvernement a institué un prix plancher du lait. Un prix plancher du lait. Pourquoi? Pour protéger les producteurs de lait. Mais protéger les producteurs de lait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire contraindre celui qui achète du lait à le payer plus cher que le prix du marché. Et quelqu'un qui était un proto-disciple de Hayek disait c'est comme si vous pouviez aller chez l'épicier, vous demandez une bouteille de lait, vous la payez, et puis ensuite vous exigez que l'épicier vous en donne une deuxième. Est-ce que c'est un régime légitime, ça? Ben non. Non. Donc c'est un régime qui viole des conditions essentielles de liberté. Alors, ça, c'est des critiques très très puissantes, bien sûr. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut les contrer. Alors là, c'est pas facile, mais on peut quand même essayer. On peut quand même essayer. On sait bien, on a parlé de Margaret Thatcher tout à l'heure, que Margaret Thatcher aimait beaucoup Hayek. Et que c'était un de ses conseillers idéologiques et intellectuels privilégiés. Très bien. On sait aussi que depuis 30 ans, notamment sous l'influence du reaganisme, de Thatcher, mais partout dans le monde, hein, on œuvre pour une déconstruction, une détricotation, comme on dit, des systèmes sociaux de justice sociale, au profit du retour vers un type de régime qui est celui que Hayek semble avoir prôné, avec deux arguments qui s'étayent l'un l'autre. L'argument de l'efficacité, l'État social est un frein à la production de richesse. L'argument de la liberté, l'État social enrôle les individus dans des organisations dont ils n'approuvent pas les buts, dont ils n'approuvent pas nécessairement les buts. Et donc ces deux arguments se renforcent l'un l'autre, et on prône un retour vers le marché. Alors, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Et il semble bien que ce qui se passe soit quelque chose d'assez spécial. Parce que beaucoup d'observateurs assez intelligents ont compris que les sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui sont incapables de revenir à un ordre de marché pur. Elles ne peuvent pas revenir à ce qu'un commentateur français qui s'appelle François Ewald a appelé le diagramme de la responsabilité personnelle. On ne peut pas revenir à une société dans laquelle chacun serait maître de fixer ses propres objectifs et serait maître de recueillir personnellement, sans aucun devoir vis-à-vis d'autrui, l'ensemble des bénéfices que ces entreprises lui apportent. Pourquoi? Mais parce que c'est une société qui est profondément interdépendante, intégrée, en sorte que les actions des uns ont des effets sur les actions des autres d'une façon massive. L'idée de Hayek serait peut-être possible et légitime entre des gens qui sont des petits producteurs indépendants, dont aucun, si on veut, n'externalise les effets de ses actions sur les autres, ni n'affecte la possibilité que les autres ont d'agir, ni n'affecte la société dans son ensemble. Mais
on ne peut pas revenir à une société de responsabilité individuelle. Regardez un exemple incroyable. En 1894, on s'est posé aux États-Unis la question de savoir s'il fallait avoir dans les entreprises une législation sur les accidents du travail. Jusqu'en 1894, on disait, vous venez travailler dans une entreprise, vous assumez les risques. C'est le diagramme de la responsabilité individuelle. Vous avez un accident, c'est pour vous. C'est la responsabilité individuelle, les individus sont libres. Vous n'êtes pas obligé de venir travailler chez moi. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller travailler ailleurs, là où c'est moins dangereux. Les accidents sont de la responsabilité de ceux à qui ils arrivent, non seulement de la responsabilité de ceux à qui ils arrivent, mais ceux qui causent les accidents sont responsables aussi des dommages qu'ils causent à leurs camarades de travail. Sur quoi un sociologue bien inspiré a entrepris d'étudier le moment de la journée de travail dans lequel les accidents se produisent. Et il a découvert la chose suivante, 90% des accidents de travail se produisent dans la dernière heure. En sorte que l'idée que celui qui travaille est responsable de l'accident qui survient est fausse. L'accident qui survient n'est pas la responsabilité de celui qui travaille, mais la responsabilité en impute à un mécanisme productif intégré sur une très large échelle, une industrie, en sorte que la responsabilité de l'accident doit être collectivement assumée. Il n'est pas possible de faire autrement. C'est légitime. Même des partisans, disons, du marché doivent admettre ceci. C'est quelque chose qui est collectivement assumé. Alors comment on fait? Eh bien, on dit une chose très simple. L'employeur est responsable de ce qui se produit dans son entreprise, quelles que soient les causes. L'accident se produit dans l'usine, dans l'entreprise, c'est l'employeur qui est responsable. Il est responsable, est-ce que c'est lui qui va assumer le coût? Non. Il inclut le coût des accidents dans le prix des produits qu'il vend, et le coût est socialisé. Tout le monde paye, vous payez vos produits un peu plus cher, car les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués supposent qu'un certain nombre d'accidents se produisent à ceux qui produisent ces produits, et par conséquent, il y a une société